Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 12e vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. Nous avons déjà commencé à gratter quelque peu la surface du problème de la nourriture pour les animaux herbivores, lorsque ces derniers sont à l'intérieur de l'arche. Cependant, que leur arrive-t-il une fois sortis du bateau? Le texte insinue que tout le monde retourne à son petit carré de verdure et reprend sa vie comme si de rien n'était. Cependant, si tant est que l'équipage avait pensé à emmener assez de foin pour nourrir tous ces animaux, force est de constater qu'une fois le déluge fini et leur liberté retrouvée, ces derniers sont livrés à leur propre sort. Et il leur faut donc trouver de quoi manger, que ce soit de l'herbe, des feuilles, des pousses d'arbres, des fleurs pour le nectar, des fruits, enfin bon, la liste est longue de tous les produits végétaux pouvant servir à nourrir nos petits amis, dont les plantes composent l'essentiel de leur régime alimentaire. Il est indéniable que pour nos ancêtres, les plantes devaient être bien mystérieuses. Elles ne bougent pas, restent plantées là dans le sol. Si vous leur donnez de l'eau, elles poussent et produisent tout un tas de choses, mais si vous les privez d'eau, elles périclitent. De là à croire que l'eau est l'élément de vie des plantes, et que les plonger dans l'eau leur assurait de proliférer à loisir, il n'y a qu'un pas. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que ce n'est pas le propos de la vidéo, mais les plantes, tout comme les animaux, respirent. Elles puisent grâce à leurs feuilles dans leur environnement du dioxygène, qui est utilisé pour leur fonctionnement cellulaire en le faisant réagir avec du sucre. Et comme chez les animaux où il existe des espèces aériennes et d'autres aquatiques, il existe la même distinction chez nos amis chlorophylliennes. Les deux milieux sont grandement différents. Il semble plutôt naturel à tout le monde qu'un animal à respiration aquatique, comme par exemple un poisson pour ne pas faire dans l'originalité, ne va pas pouvoir respirer à l'air libre, ce qui va logiquement entraîner sa mort. A l'inverse, il n'arriverait à personne de penser qu'un animal terrestre puisse respirer dans l'eau sans se noyer. Eh bien pour les plantes, c'est exactement la même chose. Les plantes aériennes, que ce soit les herbes, les arbres ou même les plantes à fleurs, ont besoin que leur feuillage soit à l'air libre pour respirer. Totalement immergées, elles s'approcheraient irrémédiablement du chemin amenant à leur fin par suffocation, comme la plus insignifiante mouche qui se noierait dans un verre d'eau. Donc totalement immergées pendant un an, aucune plante terrestre ne pourrait survivre. Sans compter qu'en étant recouvertes de plus de 8 km d'eau filtrant la lumière solaire, ces dernières seraient plongées dans une obscurité totale. Or justement, les plantes sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qui fabriquent leur propre nourriture. Et justement, pour réussir à faire ça, les plantes utilisent la lumière solaire pour effectuer une réaction qu'on appelle la photosynthèse, qui est l'inverse de la respiration. Elles utilisent du dioxyde de carbone puisé dans l'air et de l'eau puisée par leurs racines, qui, grâce à l'énergie solaire emmagasinée par la chlorophylle, vont pouvoir être décomposées en atomes pour servir de base à la construction d'une molécule plus grosse de glucose. Donc, en étant sous quelques 8800 mètres d'eau, sans même se soucier de la pression monstrueuse qui les transformerait en crêpes, l'obscurité empêcherait alors ces dernières d'avoir de quoi produire leur nourriture. À ne pas en douter, une plante dans l'obscurité la plus complète, totalement privée de sources de nourriture, n'aurait pas de chance de survivre bien longtemps ainsi, et encore moins une année entière. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si le récit du déluge est vrai, les animaux herbivores n'auraient rien eu à se mettre sous la dent une fois sortis de l'arche. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans un autre épisode, l'eau devrait, d'après le récit, dépasser le plus haut sommet, donc l'Everest. Or, déjà qu'une plante aérienne plongée intégralement dans l'eau ne pourrait pas survivre plus de quelques jours, il faut également ajouter à cela les conséquences de l'immense colonne d'eau qui s'étend au-dessus de son feuillage. Déjà, une telle épaisseur d'eau plongerait la plante dans le noir le plus total. Or, pas de lumière implique pas de photosynthèse, donc pas de moyen de subsistance pour la plante. Elle pourrait survivre quelques semaines sur ses réserves, voire quelques mois un grand maximum, mais sûrement pas plus d'une année ainsi. Cette épaisseur d'eau implique, en plus, une pression monstrueuse. Au cas où vous ne le sauriez pas, la pression atmosphérique, qui correspond à la pression moyenne de l'air au niveau de la mer, est importante pour les êtres vivants. C'est la pression à laquelle les cellules sont habituées, et l'environnement dans lequel elles évoluent pour se développer, et dans une ancienne unité désuète mais pratique, on dit que la pression atmosphérique est égale à 1 bar. Vous avez déjà sûrement vu ça quelque part sur une machine à café ou une tirette à bière. Or l'eau est lourde, très lourde même comparée à l'air. Ainsi, tous les 10 mètres de profondeur, vous gagnez 1 bar de pression supplémentaire. Pour les organismes terrestres, quelques bars supplémentaires ne changeraient pas énormément de choses sur une courte période. Mais avec une colonne d'eau de plus de 8850 mètres au-dessus de la tête, là c'est plus quelques bars en plus, mais presque 900 fois la pression atmosphérique.
Ça réduirait instantanément n'importe quel organisme terrestre en une magnifique bouillie de protéines. Sans compter que pour qu'une plante survive, elle n'a pas uniquement besoin de soleil et d'eau. Elle interagit en permanence avec toute une population d'organismes présents dans les sols, comme des champignons, des bactéries, des invertébrés, qui aident la plante à des degrés divers à avoir un environnement de bonne qualité. Et à cette pression, tout cet écosystème serait réduit en miettes, et sans eux, la plante aurait énormément de difficultés à s'épanouir. Enfin, il ne faut pas oublier que les plantes ont besoin de sels minéraux, qu'elles ne peuvent pas produire elles-mêmes, mais qui sont indispensables à leur survie et à leur développement. Et là, deux hypothèses s'affrontent. La première, c'est que l'eau du déluge soit uniquement de l'eau douce. Elle va donc lessiver les sols de leurs sels minéraux, empêchant ainsi la plante de pouvoir hypothétiquement survivre et pousser une fois les eaux retirées. Seconde hypothèse, c'est que ce sont les océans qui ont gonflé. À ce moment-là, la plante serait recouverte par de l'eau salée, qui l'empoisonnerait très rapidement, menant à sa mort en seulement quelques jours. On voit donc que, quel que soit l'angle sous lequel on aborde le déluge, les plantes ne peuvent en aucun cas avoir survécu à cette catastrophe. Et si à leur sortie, les herbivores ne trouvent plus d'herbes, d'arbres ou de fleurs pour leur fournir leur nourriture, combien de temps vont-ils pouvoir survivre à votre avis? 1 semaine? 2 semaines? Allez, on va être sympa, on va dire 1 mois sans manger. C'est beaucoup, mais c'est pas totalement impossible. Mais passé ce mois-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour que l'herbe pousse, ok, 1 mois ça permet déjà d'avoir un petit tapis. Mais pour les animaux qui mangent les feuilles des arbres, un arbre ça ne pousse pas en 1 mois. De même pour les animaux qui se nourrissent de nectar, les plantes mettent plusieurs mois après avoir germé pour effectuer leur première floraison, et encore ça c'est pour les plantes les plus rapides. Mais certaines espèces mettent plusieurs années, voire même plusieurs décennies avant de fleurir. Les animaux qui dépendent directement de ces plantes vont pouvoir se passer combien de temps de nourriture? Combien de temps une ruche peut-elle tenir sur ses réserves avant que les abeilles ne doivent trouver des fleurs pour butiner leur nectar? Et même, oubliez tout simplement la ruche, Noé n'a fait qu'entrer que des couples dans l'arche. Il n'y a donc aucune ruche puisque cette dernière est créée par des ouvrières, qui sont des femelles stériles et qui n'auraient donc pas été embarquées dans l'arche. Et que dire encore des animaux dont l'habitat est situé directement dans les arbres? Leur milieu n'existe tout simplement plus, alors que ces espèces doivent vivre là. Qu'est-ce qu'elles vont devenir à votre avis? Bah ouais, elles vont purement et simplement mourir quelques semaines seulement après la fin du déluge, alors que Dieu s'est fait chier à faire tout ça juste pour sauver ces espèces. Eh mais si ça se trouve, c'est pour ça que 99% des espèces sont mortes. Parce que ce Dieu est un idiot, et qu'il a oublié de préserver les plantes de la catastrophe qu'il a lui-même créée. Vraiment, il est nul ce Dieu, je ne voudrais pas avoir affaire à lui. Voilà, c'est la fin de ce 12e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.